Salut, c'est Josiane, bienvenue dans ce nouveau concept où je vous présente à des experts de l'accompagnement dans diverses thématiques autour de l'entrepreneuriat. J'ai recueilli les questions que vous m'avez posées sur Instagram principalement et je les ai posées à un expert en live dans la thématique concernée. Cet épisode est donc un replay. À l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore fait de live, mais je sais déjà que ça va être long, donc je vous ai mis des chapitres dans la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction des questions qui vous intéressent. En barre de description, le lien où vous pouvez télécharger gratuitement l'annuaire qui regroupe les contacts de tous les experts ayant participé à ces lives. Comme ça, vous pourrez les contacter librement en cas de besoin. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Déjà, on va commencer par ta présentation. Dis-nous ce que tu fais et quelle est ta marque Koura. D'accord. Alors, moi, c'est Henriette Kaba et Déborah pour les intimes. Je suis d'origine guinéenne, la Guinée-Conakry, mais je réside au Sénégal. J'ai en partie grandi en Guinée, au Sénégal et au Burkina Faso. Donc, c'est totalement africaine. Et voilà, on a même du mal à reconnaître un peu de quel pays est-ce que je viens. Donc, c'est l'avantage d'être africaine. Et j'ai créé la marque Koura en 2019. C'est quelque chose qui était déjà là en moi depuis 2014, mais ça a été lancé l'année passée, en 2019. Et Koura, c'est dans ma langue en malais qui veut dire nouveau. Donc, c'est une marque de vêtements et d'accessoires qui sont purement made in Africa en utilisant en fait le textile africain. Et je travaille également avec les tisserands et ceux aussi qui font le fait main. Donc, à part Koura, je suis à la base chargée de communication digitale dans le milieu diplomatique et c'est un peu ce que je fais. Donc, j'essaye d'allier les deux et voilà, c'est un peu ce que je peux dire me concernant. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais le projet en tête depuis 2014, mais tu l'as lancé seulement l'année dernière. Qu'est-ce qui a fait que tu te retenais finalement? C'était quoi? Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps, entre guillemets? En 2014, quand j'ai voulu le faire, je ne m'y connaissais pas. Je savais que j'étais passionnée pour ça, mais je n'avais pas ni les moyens, ni la connaissance requise en fait pour le faire. Et il y avait aussi la peur. Parce que je me suis assise, j'ai essayé d'analyser, de voir est-ce que si je commençais maintenant, est-ce que j'étais assez prête pour arriver jusqu'au bout. Donc, quand j'ai essayé d'analyser, j'ai vu en fait que ça n'allait pas faire long feu si je décidais de le lancer en 2014. Il fallait un certain prérequis, une préparation pour me permettre en fait de pouvoir mieux appréhender ce que je veux faire et pouvoir vraiment le réaliser. Donc, c'est en 2000, pourquoi je dis 2019 concrètement? En 2018, j'ai commencé déjà à prendre les démarches qu'il faut pour pouvoir créer en fait l'entreprise. Donc, je peux dire que ce qui a freiné, c'était un peu ces éléments que j'ai cités. Donc, tu avais peur, disons, en 2014 parce que tu disais, je ne m'y connais pas, je ne suis pas prête. Mais au final, vu que tu n'as pas vraiment entrepris de 2014 jusqu'à la date de lancement de ta marque, quand tu as lancé ta marque, tu t'y connaissais toujours pas. Donc, ça veut dire que quelque part, tu as surmonté cette peur-là, cette peur de te dire, ah, je suis pas prête. Donc, comment est-ce que tu as fait finalement? Est-ce que tu as mis certaines actions concrètes en place? Comment ça s'est passé? Déjà, je veux juste noter que malgré la peur, malgré que je savais que je ne pouvais pas le lancer, je le faisais à côté. C'est-à-dire, je créais mes propres vêtements, j'essayais de créer du linge pour bébés, pour enfants, pour mes sœurs et qui vivent aux États-Unis et en France. Et à chaque fois, elle me disait, mais c'est beau ce que tu fais, j'aime bien. Pourquoi tu n'en ferais pas en fait une source de revenus? Je dis, j'aime juste ça. J'allais en fait sur les grandes surfaces recycler des morceaux de tissu et tout, et essayer de combiner et créer quelque chose avec. Donc, ça veut dire que malgré que je n'ai pas créé Koura durant ces années, mais j'essayais de pratiquer, de le faire sur moi-même et les personnes que j'aimais. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir le surmonter, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, commence avec ce que tu as. Tu ne peux pas si tu sais que tu es passionné pour, tu n'as pas à attendre, en fait, ou à avoir peur de dire que ce n'est pas mon milieu. Je suis dans la communication. J'ai fait la communication et le marketing. C'est un monde tout à fait différent. Mais je me suis dit, je commence avec ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est quoi? J'ai des fonds pour pouvoir m'habiller.
Et si je commençais à montrer, à valoriser ce que je fais, derrière, je valorise ce textile-là et j'essaye d'en parler autour de moi. Donc, dans ma quête, en fait, de pouvoir mieux cerner, en fait, le domaine de la mode africaine en tant que telle, c'est là que j'ai réellement compris que le wax n'était pas du tout le pagne africain, ce n'était pas produit chez nous et qu'il venait d'ailleurs. Donc, ça changeait quelque chose dans ma méthode, dans ce que j'avais et ce que j'attendais, en fait, de Koura. Donc, j'ai compris, en fait, pour moi, je voulais faire quelque chose qui bénéficie à l'Afrique, qui bénéficie aussi, en fait, à la génération suivante, c'est-à-dire de pouvoir valoriser notre patrimoine, le textile de chez nous. Donc, j'ai commencé à mieux me renseigner, me rapprocher des tisserands, m'asseoir avec eux, échanger, voir, parce que ça déjà, je le faisais depuis que j'étais petite. J'aimais bien m'asseoir avec les personnes qui faisaient le fait main. Moi, ça me fascinait. En fait, j'avais l'impression que je sais pas jouer au piano, je sais pas jouer à la guitare. Je me dis, ces personnes qui arrivent à créer des choses avec leurs mains, c'est extraordinaire. Donc, tout ça, en fait, m'a aidé à pouvoir sortir de la peur et à pouvoir me lancer. Parce que plus on a la connaissance, mieux, en fait, on a plus de confiance à se dire que je peux le faire et je vais commencer avec ce que j'ai et m'entourer des personnes qui croient en moi et qui peuvent m'aider à réaliser mon projet. Donc, finalement, tu lances Koura en fin 2019 ou en 2020? Non, en début 2019. En début 2019. Donc, tu lances Koura en début 2019. Et là, bien sûr, tu crées une ligne de vêtements. D'ailleurs, tu commences par quoi au départ? C'était des accessoires ou c'était des vêtements? Au départ, j'ai commencé par les accessoires. Les tenues, je les faisais, c'était pour moi-même. Mais ce que je recherchais plus, parce que ce qui a beaucoup plus motivé, je voulais un sac qui sortait de l'ordinaire, un sac d'ordinateur. Je me suis dit, et si on commençait par ça? Il y a un besoin qui est là. Je prends un textile africain, c'est-à-dire le bogolan. J'ai commencé par le bogolan et j'ai créé un sac d'ordinateur avec. Donc, j'ai fait un prototype. Je savais pas ce que ça allait donner. Parce que quand j'ai travaillé avec les artisans, on me dit non, ce pagne, il est très difficile, il est ceci, il est cela. Je dis non, mais c'est celui que je veux travailler et on va essayer. Et le premier prototype, il n'était pas bon. Le travail était vraiment pas bien fait. Il y avait plein de détails en fait qui manquaient. On est allé jusqu'à faire 3 prototypes. C'est le 3e qui a été le bon et c'est celui que j'ai lancé, qui a été acheté par un collègue d'ailleurs et qui est revenu et qui achète encore plein d'autres articles pour un. Donc, ça commence. Lorsque tu lances la création de ces articles-là, il t'a fallu, tout à l'heure, tu parlais des artisans avec qui tu travailles. Comment est-ce que tu les as trouvés? Est-ce que ça a été facile ou pas? Ça n'a pas du tout été facile. Ça a vraiment été difficile parce que quand j'en parlais autour de moi, que j'essayais de rentrer en contact avec les personnes qui avaient déjà fait ça, qui le font déjà, ces personnes étaient fermées. Personne ne voulait donner d'informations. Les gens n'aiment pas partager l'information. Quand tu demandes, OK, je cherche un tisserand ou je veux faire ci, où est-ce que je peux me procurer tel type de textile? Les gens autour, tout le monde te dira non, je ne sais pas, ou débrouille-toi toi-même. Et donc, j'ai commencé à les heures creuses, c'est-à-dire j'utilisais ma pause, c'est-à-dire entre 13h et 14h, où je me mettais à aller à des endroits où je sais que je pouvais trouver des tisserands. Je pouvais marcher pendant des heures et discuter avec les gens, demander, aller chez les vendeurs de cuir, les vendeurs de tissus, jusqu'à trouver en fait les personnes que je recherchais. Donc, à aucun moment, je n'ai eu quelqu'un qui m'a dit, OK, je t'aide, je te facilite, voici le numéro de quelqu'un qui pourra t'aider, ou tu peux te procurer ceci ou cela. Donc, c'est le travail sur le terrain, descendre sur le terrain, demander et chercher. Et tu penses que cette méfiance-là, elle peut être due à quoi? Est-ce que, parce qu'on entend souvent parler de personnes qui disent, moi, je n'ai pas envie de partager mon idée, ou alors je n'ai pas envie de partager ce que je sais, parce que j'ai peur qu'on me vole mon idée, ou bien j'ai peur, enfin, je sais pas, de favoriser la création d'autres concurrents. Tu penses quoi déjà de cet état d'esprit-là? Est-ce que il faut vraiment garder le secret pour soi, pour que on ait le monopole du marché? Et tu penses que cette peur-là, est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que vraiment les gens volent les idées et que ça crée, je sais pas, une forte concurrence? Tu penses quoi de ça? Déjà, à premier abord, une idée,
elle est personnelle. C'est-à-dire, quand on dit une idée, ça vient de toi. Ton idée à toi ne sera jamais l'idée de quelqu'un d'autre. Vous pouvez avoir un projet peut-être similaire, mais il y aura toujours la méthode, en fait, de la réaliser qui sera différente. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a juste quelques jours, j'en discutais avec une amie et également une sœur à moi. Et je lui disais qu'on a un problème en Afrique. Ce qui nous limite, c'est qu'on ne s'entraide pas. Il y a un adage qui dit que lorsque tu vois une personne qui est assise à côté d'un puits et qui est en train de vendre de l'eau, ne gâche pas sa chance ou ne pense pas que cette personne, elle est idiote parce qu'il y a déjà une source d'eau et d'autres personnes peuvent venir s'en procurer. Donc, cela veut dire que tu peux te procurer à la source comme une autre personne peut dire que je vais acheter avec cette personne-là. Donc, avec combien de millions de populations qu'on a, à moi seule, je ne peux pas fournir des vêtements à toutes ces personnes-là. À moi seule, je ne peux pas dire que je peux détenir le monopole de ce marché. Et même si c'était le cas, il faudrait aussi penser aux autres. Quand on parle entrepreneuriat, quand on parle développement de l'Afrique, il s'agit en fait que chacun se donne la main et tendre la perche à l'autre pour que cette personne puisse arriver là où elle doit être. Parce que pour moi, la vision que moi j'ai, c'est qu'on est tous sur Terre pour un but bien précis. J'ai une destinée à accomplir. J'ai un problème à traiter, à résoudre sur Terre comme une autre personne. Et sur tous ces milliards de populations qu'on a en Afrique, on a chacun de nous notre part à apporter. Donc, ça ne sert à rien de garder l'information pour soi-même. Ça ne sert à rien de te dire que je ne vais pas partager mon idée. Tu peux partager ton idée. Parce qu'en partageant l'idée, moi, je prends mon exemple. À chaque fois que j'ai eu à discuter d'un projet avec des personnes, des amis, ils m'ont encouragé, ça m'a encouragé. Et au-delà de ça, ça a amélioré en fait le projet que j'avais en tête. Parce que c'est quoi ces personnes vont te dire, OK, je pense que cette méthode est bonne ou peut-être tu pourrais faire ça comme ça. Et ça te permet en fait de pouvoir peaufiner ton projet. Mais si tu le gardes pour toi, tu peux penser qu'il est bien, mais alors qu'il ne répond pas à un besoin ou que ce projet-là, tu devrais carrément le revoir. Mais si tu n'en parles pas, que tu le gardes pour toi, tu verras les choses en fait à ta manière. Mais ça ne va pas forcément répondre aux besoins de l'autre. Salut Fatou, bienvenue sur le live. Alors Fatou de Harmonie Conseil nous dit il y a de la place pour tout le monde. Et effectivement, je pense que oui, il y a de la place pour tout le monde. Donc il faut tenter sa chance. Il ne faut pas forcément retenir les autres d'accomplir quoi que ce soit parce que peut-être que cette autre personne-là, tu ne sais pas, demain, elle va avoir une certaine information et elle aussi, elle pourra t'aider dans une certaine thématique. On rencontre parfois des gens qu'on avait déjà vus il y a quelques années ou quoi et qui sont en posture de nous aider, même si c'est sur un seul point qui nous bloque. Donc, pour moi, je suis d'accord, 100% d'accord avec toi. Ça ne sert à rien de retenir l'information ou d'avoir peur finalement que quelqu'un nous vole notre idée. Et donc là, tu lances Koura, tu réussis à trouver tes artisans, à fabriquer le produit. Quels ont été les enjeux que tu as eus à la commercialisation, à la mise sur le marché? Je parle de comment se faire connaître. Est-ce que ça a été facile pour toi d'avoir tout de suite tes premiers clients ou quelle a été ta stratégie de communication? Déjà, ça n'a pas été facile. Déjà, on vient juste de se lancer et il faut savoir que le marché est déjà inondé. Il y a beaucoup qui travaillent surtout dans le milieu de la mode et qui sont beaucoup plus expérimentés ou qui ont peut-être qui sont beaucoup plus établis. Donc, quand tu viens d'arriver comme ça, il faut que tu essayes de trouver ta place. Donc, la stratégie que j'ai mis en place, c'est de pouvoir déjà me dire que j'ai des personnes autour de moi, j'ai des personnes qui me connaissent, c'est de pouvoir engager ces personnes-là. Donc, en présentant, au-delà en fait de présenter d'abord le produit, c'était pour moi de présenter la vision. C'était de faire valoir en fait l'idée, ce qu'il y avait derrière Koura. En fait, au-delà en fait du sac ou de la tenue que cette personne en fait pouvait acheter, c'est de pouvoir que cette personne en fait se dise qu'elle est en train d'investir en fait dans l'Afrique, investir dans un artisan, participer à la scolarisation d'un enfant. Et aujourd'hui, ça a beaucoup aidé parce que j'ai eu beaucoup de gens qui ont cru en moi et qui ont permis en fait de faire du bouche à oreille. Une personne qui se dit j'achète et qui m'amène après une autre personne et ainsi de suite, mais en alliant les réseaux sociaux. Parce qu'au moins avec les réseaux sociaux, on a l'avantage
de pouvoir en fait toucher plus de personnes, mais ce n'est jamais évident au début sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui a plus aidé Koura et qui même continue d'aider aujourd'hui, c'est beaucoup plus ces personnes-là qui ont eu à acheter et qui en ont parlé autour d'eux, ou des personnes ont vu et ont voulu en fait aussi se le procurer. Donc, c'est deux stratégies sur lesquelles je suis allée au départ. Justement, sur ta stratégie par rapport aux réseaux sociaux, ta stratégie à toi, elle a beaucoup évolué. Ça s'est vu surtout visuellement également. Donc, comment est-ce que tu as vécu la transition? Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes également. Bien sûr, les réseaux sociaux, ça devient la base pour beaucoup de types d'entreprises, surtout quand ça concerne la mode, la beauté. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer et qui ne font pas forcément attention à leur image sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas en fait comment communiquer. Quel conseil toi tu donnerais à ces personnes-là? Ce serait quoi les premières actions à mettre en place pour se faire connaître sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu leur dirais? D'accord. Déjà, ce que je dirais, c'est seul on peut aller vite, mais avec les autres on va plus loin. Ce que tu ne peux pas faire toi par toi-même, essaye de trouver les personnes qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider à le faire. Et si la personne sait que sur les réseaux sociaux, je ne m'y connais pas vraiment, commence à lire. Et au-delà de lire, rapproche-toi d'une personne qui maîtrise et qui pourra te donner des conseils. Parce que dès le départ, en fait, comment tu vas apparaître pour la première fois, les visuels que tu vas publier, le message que tu vas lancer va soit jouer en ta faveur ou va faire fuir en fait les gens. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte en fait que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus accentué sur la qualité. On ne fait plus vraiment attention, où il n'y a plus de place pour la médiocrité. Donc, il faudrait dès le départ se dire qu'il faut que ce que je fais, que je le fasse bien. Et le faire bien, c'est pas déjà ce que tu publies en termes de contenu, de voir la qualité des images que tu prends. Au départ, moi, je le faisais avec mon téléphone, où j'essayais de voir, de me rapprocher de certaines personnes. Quand je voyais que la qualité, ce n'était pas trop ça, ou à un moment donné, je n'avais vraiment même plus le temps de pouvoir gérer les pages Facebook et également Instagram, j'ai essayé de coopter quelqu'un. Je dis, OK, voici ce que je fais avec Koura. Est-ce que tu penses que tu veux rejoindre l'équipe? Et la personne a dit oui. Elle est avec moi et il y a comme une fusion. Je ne suis pas allée vers n'importe qui. J'ai observé cette personne et j'ai vu que cette personne-là répondait à ce que je recherchais et elle a embrassé la vision. Et c'est comme si, en fait, Koura, c'était pour elle. Et aujourd'hui, elle aide vraiment à pouvoir rendre Koura, la communication de Koura vraiment excellente. Donc, se rapprocher des personnes qui pourront aider. Surtout quand on est employé et qu'en même temps, on entreprend, ce n'est jamais facile. Le soir, on rentre, on se dit, je suis épuisé, je vais faire ça demain. Et ainsi de suite, la routine va s'installer et on ne fera jamais ce qu'on doit faire à temps réel. Donc, il faut avoir des personnes autour de soi qui pourront nous aider. On peut se dire, OK, je n'ai pas les moyens ou je n'ai personne pour m'aider. On peut se former, on peut apprendre. Ce n'est pas sorcier. Aujourd'hui, un peu tout le monde poste. Maintenant, c'est juste dire qu'est-ce que je poste. Et pouvoir voir ceux qui pourraient atteindre directement sa cible. Il faut connaître sa cible. Il ne faut pas juste publier pour publier. Il faut savoir ce qu'on a envie de dire, ce qu'on veut, parce qu'il faut qu'il y ait un impact. Ce que je dis doit avoir un impact et il doit avoir également un retour. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. C'est quelques conseils que je pourrais donner. Et aussi, tout à l'heure, tu évoquais un sujet que je trouve qu'il est intéressant d'approfondir. C'est vrai que se tourner vers les bonnes personnes, c'est bien, et aussi qui ont les bonnes compétences, évidemment, mais se tourner vers les bonnes personnes avec qui on a un certain feeling, c'est-à-dire qu'on sent bien. Pas, tu disais tout à l'heure, j'ai observé cette personne, je suis pas allée vers n'importe qui. Et je pense que c'est super important parce que moi, quand j'ai eu à travailler avec certaines personnes, ou au départ, j'avais un certain feeling, mais je ne savais pas vraiment. J'avais quelque chose qui me dérangeait, mais je ne savais pas vraiment quoi. Au final, ça s'est toujours retourné contre moi parce que je ne me suis pas écoutée, parce que je ne suis pas allée vers des personnes qui me parlaient. J'ai juste vu d'autres critères. Ça, je pense que c'est super important aussi d'avoir des personnes avec qui on s'entend bien et où on se dit, celle-là, elle va vraiment comprendre mon entreprise et où est-ce que j'ai envie de l'amener. Et tout à l'heure, tu disais donc c'est pas facile, on travaille, on revient le soir, on est fatigué. Comment est-ce que toi tu arrives à gérer tes deux vies finalement? Comment est-ce que tu t'organises de sorte à faire vivre Koura, mais également avoir ton emploi? D'accord. Déjà, j'aimerais donner
comment je le vis aujourd'hui et il y a une année, c'était pas du tout pareil. Je travaillais dans une organisation où je n'avais vraiment pas le temps et je voyageais beaucoup et je consacrais, c'est-à-dire même mes week-ends en fait à ce travail-là, au point où je m'en voulais de ne pas consacrer assez de temps à Koura et ça faisait que les choses ne bougeaient pas vraiment, les choses n'évoluaient pas. Et je me suis dit mais attends, tu ne peux pas, ça peut pas être si c'est mon bébé Koura. Et si je me disais que c'était mon enfant et que c'était un être vivant, il serait mort. Parce que il faut le nourrir, il faut en prendre soin. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que tu t'arrêtes. Parce que les choses ne peuvent pas courir 100 à l'heure pour des gens qui, à tout moment, peut-être pourront arrêter avec toi. Mais ça, tu sais que c'est pour toi. Et tu as un but, tu as une vision, tu as des choses à atteindre. Donc, comment est-ce que tu penses les atteindre si tu n'y consacres pas du temps? Donc, j'ai réorganisé mon emploi du temps et j'ai commencé à consacrer au moins 2 heures de temps par jour à Koura. Donc, je travaille 8 heures de temps par jour. Dès que je descends entre 17h30 18h30, au lieu de rentrer à la maison, j'ai toujours plein de sacs où je vais chercher la matière première. J'ai des rendez-vous, il faut que j'aille voir mon tisserand, il faut que j'aille voir mon artisan, il faut que j'aille voir les tailleurs qui travaillent avec moi. Donc, je peux rentrer à la maison à 21h. En ce moment, on a le couvre-feu, c'est vrai, mais avant ça, je pouvais rentrer à 21h. Quelquefois, je m'autorisais jusqu'à au moins à 21h30. Je gérais tout ce que j'avais à faire ou je gérais certaines commandes des clients. Et le week-end, et sans compter que je faisais également mon master. Donc, mon master 1 en… Je t'ai perdu. Je t'ai perdu un moment. Tu disais que tu faisais également ton master. Oui, je faisais également le master. Donc, en week-end, j'avais les cours et il fallait, après les cours, malgré que je pouvais me sentir cassée, c'était de pouvoir également sortir et pouvoir travailler sur Koura. Donc, dès que j'ai commencé à consacrer plus de temps, j'ai vu que les choses ont changé. Tant dans le niveau de la communication, parce que tu produis, tu as plus de contenu à montrer et tu rencontres plus de gens et ça te motive davantage et ça donne de nouvelles idées. Donc, le fait de réorganiser, après le boulot, je consacre du temps, je m'assois, je réfléchis, je gère les commandes. Le week-end aussi, j'y travaille, mais je m'autorise également de pouvoir me reposer. C'est vrai que pas tout le temps, mais c'est important parce qu'après, ça joue sur la semaine de travail. Et donc maintenant que tu es quand même plus avancé dans ton entrepreneuriat, tout à l'heure tu disais en 2014 j'avais peur, etc. Si tu devais, disons aujourd'hui avec l'expérience que tu as, disons on vient, je touche du bois, je croise tous les doigts qu'il faut, mais on t'enlève Koura. Koura n'existe plus, mais il te reste ton expérience, tu dois tout reconstruire depuis le début. Avec l'expérience que tu as pu acquérir, comment est-ce que tu t'y prendrais? Ou alors autrement, quel conseil tu te donnerais à toi-même? Jeune entrepreneur, débutante, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ce que j'aurais fait différemment, c'était déjà apprendre beaucoup plus sur la gestion financière. Parce que quand j'ai commencé, en fait, je suis allée sur la méthode en fait que j'avais quand je m'amusais à aller sur les grandes surfaces, essayer de trouver la matière première, le textile et le travailler. En fait, je ne comptabilisais pas. Vu que je l'ai fait sur fonds propres, donc quand j'ai ma paye, quand j'ai mon argent, j'essaye de retirer une partie. Je dis, OK, ça, je le consacre à Koura. J'essaie de gérer des commandes, de produire telle chose. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne méthode parce que cet argent-là, au fur et à mesure, quand ça rentre, je le dépense et je n'écrivais rien. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Parce que en fin de compte, en fait, tu te rends compte que tu as investi beaucoup plus et il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, ça, c'est quelque chose, une leçon vraiment que j'ai apprise et je donne un conseil, c'est des choses à ne pas faire. Il faut noter, il faudrait vraiment se rapprocher. Comme moi, vraiment, quand on prend les questions financières, je ne m'y connais pas. Donc, j'ai commencé à me rapprocher de certaines personnes et jusqu'aujourd'hui, j'avoue, je continue de travailler là-dessus parce que ça s'est amélioré par rapport aux années précédentes, mais c'est quelque chose que je travaille et il faut se rapprocher des personnes qui s'y connaissent, qui pourront nous appuyer, qui pourront nous donner des orientations. Il faut
faut créer, en fait, avoir son template, suivre ses sorties et ses entrées, etc. Donc, il y a ce volet-là. Et il y a également la culture, en fait. Quand je dis culture par rapport au milieu où nous sommes. Comme j'ai dit au début, je suis guinéenne, mais je vis au Sénégal. En Guinée, par exemple, quand tu vas quand tu veux qu'une personne travaille pour toi, pour pouvoir le motiver, tu payes son argent cash et il te fait ton travail, il touche pour personne et il fera que pour toi. Et j'ai commencé à le faire ici. C'était pas la bonne méthode. Je n'avais pas la bonne culture, en fait, de comment ça se passe ici au Sénégal. Donc, il fallait d'abord cerner, en fait, les personnes avec qui je travaille ici pour pouvoir voir dans quelle mesure les engager, dans quelle mesure les amener à faire le travail, à prendre ce travail-là au sérieux. Donc, comme j'ai dit, je donnais l'argent cash et je rentrais tranquille. Je me dis, va me faire mon boulot. Et tu vas voir que le monsieur va manger mon argent et il va jamais produire ce que je lui ai donné. Et je me suis retrouvée qu'en fin d'année, quand j'ai comptabilisé et tout, j'avais perdu juste environ 500 000. C'est énorme. C'était vraiment du gâchis, c'est énorme. Ça aurait servi à beaucoup de choses. Tu avais payé ça et jamais on faisait le travail, ou alors on faisait le travail avec du retard. Déjà, il y a 3 volets, tout rentre en compte. C'est-à-dire, il y a une section où on ne te fait pas du tout ton travail et quand tu veux te plaindre, on te dit non, tu ne te plains pas. Et il y a un autre type de personnes qui font le travail en retard et un autre type qui commence, tu lui donnes l'argent et il va te demander encore et à sa guise, il va faire la chose à sa façon, pas ce que tu as demandé. Donc, ça, c'est des choses, j'aurais dû en fait en savoir beaucoup plus sur le milieu, sur ces personnes-là. Parce que comme on dit, quand on arrive dans une entreprise, par exemple, on parle de culture d'entreprise. Il faut cerner comment ça se passe dans ce milieu. Et dans le milieu de la mode, avec les artisans, surtout quand on veut travailler avec le fait main, ces personnes-là ont des besoins bien définis. Ils ont une méthode de travail qui n'est pas forcément la nôtre. Et donc, c'est de pouvoir les cerner et en fait, rentrer dans leur terrain, faire comme, pas forcément, pas faire comme eux, mais les amener à comprendre qu'on les connaît, qu'on les comprend et à utiliser la méthode qui marche avec eux. Et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est important aussi, le fait de connaître la culture de ses partenaires. Moi, je l'ai rencontré quand je faisais fabriquer mes produits, que ce soit au Maroc ou alors avec les fournisseurs au Sénégal, au Burkina Faso. C'est tout le temps une autre culture, en fait. Donc, tu dois à chaque fois t'adapter, comprendre ce que la personne, comment est-ce qu'elle fonctionne. Moi, ça m'est arrivé avec mes cosmétiques où je comprends tout à fait ce que tu dis, que la personne fait à sa guise. Là-bas, c'est pas que c'est mal intentionné, mais c'est que comme la personne est un professionnel, elle a envie de montrer qu'elle est force de proposition, elle a envie de montrer qu'elle aussi, elle s'implique dans le projet. Du coup, si tu as demandé, je sais pas moi, que je veux que mon shampoing, il arrive, enfin, j'en sais rien, qu'il arrive dans un pot comme ça, on va te dire non, mais tu sais, le tube là, il est mieux, tu devrais considérer ça. Et c'est des débats parfois pendant des semaines pour faire comprendre plus que toi, tu as une cible que tu as forcément étudiée. Donc, ce que tu te demandes, c'est par rapport à ta cible. C'est vrai que la solution qu'ils apportent, elle est bien, mais toi, tu réfléchis en fonction de la cible. Et moi, plusieurs fois au labo, j'explique que, en fait, vous savez, ma cible, bah, elle a une certaine façon de penser. Donc, ce que vous dites là, c'est bien, mais ça va pas lui aller. Et ça, c'est vraiment des débats de longues heures. Ça, je t'assure que j'en sais quelque chose. En fait, avec tout ce qui se passe comme ça, chaque jour, il y a des envies d'abandonner. Il y a tellement de frustration quelquefois, mais après, quand on est passionné et quand on se dit, OK, c'est une aventure, hein, on apprend au jour au jour. Justement, comment tu fais lorsque tu as envie d'abandonner? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas abandonné jusque-là? C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce que tu fais finalement? Déjà, c'est en fait la vision que j'ai de Koura. Je vois Koura tellement loin, en fait, au-delà des accessoires, au-delà, en fait, de pouvoir vendre. C'est ce que je vois, en fait, c'est que l'Afrique est valorisée. Les tisserands, le textile africain est valorisé, le Made in Africa est valorisé. Et on a un patrimoine, en fait, qui, au-delà, en fait, de ce qu'on nous amène, nous aussi, en tant qu'Africains, on essaye de faire sortir, en fait, nos dons et nos talents. Donc, à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, je vois en fait
tout ça et je vois en fait ce tisserand-là qui, à cause de l'industrialisation, à cause de ce qu'on nous envoie de l'extérieur, à un moment donné, ce patrimoine qu'on a risque de disparaître. Parce que s'il n'y a pas des personnes qui travaillent avec ces artisans, je donne un exemple, une famille d'artisans qui vit de ça, qui aujourd'hui, parce qu'on a créé des machines, il n'arrive plus à travailler en fait de ses mains, il va être au chômage, il a des enfants amenés à l'école, il a une femme à nourrir, etc., etc. Donc, tu vois, au-delà, c'est que ça impacte, en fait. Et d'autres personnes qui, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui vont travailler avec Koura, toutes ces personnes-là, c'est de l'emploi qu'on crée. Et au-delà de cela, on impacte aussi des vies et on raconte une histoire. Et c'est l'histoire de l'Afrique, c'est notre histoire, notre mode de vie, notre mode vestimentaire. Se dire que non, c'est pas qu'on essaye de ramener les choses archaïques ou les choses dans le passé, mais on adapte juste tout en gardant en fait ces valeurs de ces choses qui sont faites en fait par les gens de chez nous. Et quelquefois, quand j'ai envie d'abandonner, il y a une petite chose que je fais aussi, c'est de pouvoir me mettre devant le miroir et je commence à me parler. Ça peut paraître fou, mais ça marche. Je commence en fait à faire des déclarations positives. Je commence à dire que tu peux le faire. Tu vas y arriver. Tu ne peux pas abandonner parce que ce n'est pas que pour toi. Ce n'est pas pour toi que tu le fais. Et je commence à comme en quelque sorte, raconter en fait l'avenir de Koura et je vois au-delà et ça me requinque et ça chasse en fait cette onde de frustration ou de découragement. Merci pour ta belle réponse. Alors, on arrive à la fin du live. La dernière question que j'ai à te poser, je pense avoir posé toutes mes questions. La dernière question que j'ai à te poser, c'est finalement, c'est quoi tes prochains projets et cette vision de Koura dont tu nous parles tant, quelle est-elle? D'accord. Déjà, pour les jours prochains, déjà hier, on a avec mon équipe, on a organisé un shooting en fait pour pouvoir lancer une nouvelle collection. Et c'est une collection je donne le nom, qui va s'appeler Kindia. Kindia, c'est une région de chez moi en Guinée, en Basse-Guinée. Une région en fait où il y a des femmes qui travaillent en fait l'indigo, mais un autre type d'indigo qu'on appelle le kendeli dans une langue de chez moi. Et donc c'est qui met en avant et qui valorise ce paille-là. Également une deuxième en fait qui viendra appuyer, ça sera le pagne tissé de Côte d'Ivoire, le pagne baoul. Donc c'est le lancement de cette nouvelle collection là qui sera fait dans les prochains jours. Et là ce sera vêtements. Ce seront des vêtements. Ce seront des vêtements. Oui, oui. Ce sont des vêtements pour hommes et femmes. OK. Oui. Ce sont des vêtements qui seront lancés. Et donc, comme je l'ai dit, pour Koura, en fait, pour nous, c'est de pouvoir valoriser le textile africain, les tisserands africains, le Made in Africa. Et pour nous, on voit en fait, la vision ici, c'est de pouvoir, on voit en fait où le textile africain ou les produits, le Made in Africa, en fait, est à une autre dimension et impacte, en fait, l'Occident, impacte, en fait, le monde entier au-delà même de l'Afrique. Donc, c'est un peu ça. Et où est-ce qu'on peut trouver tes articles? Pour le moment, tu vends juste au Sénégal. Comment est-ce qu'on peut faire? Tu me diras. Et comment est-ce que, en général, on passe les commandes avec toi? Dans tous les cas, je mettrai tous tes contacts en replay du live qui sont déjà en commentaire épinglés. Mais tu peux nous dire également oralement. D'accord. Pour Koura, on a un compte Instagram et également une page sur Facebook. C'est Koura Brand. Et on reçoit des commandes en inbox par messagerie et il y a également un numéro qui s'affiche dans la bio et sur lequel on est joignable sur WhatsApp et en téléphonie normale pour ceux qui sont au Sénégal et pour ceux qui sont aussi à l'extérieur. Et donc, pour ceux qui veulent passer les commandes, ils peuvent appeler, ils peuvent nous écrire directement. L'adresse mail également s'affiche au niveau de nos différents comptes. Donc, on répond en fait et on est très réactif sur toutes les demandes. Et pour ceux qui sont ici, on n'a pas de boutique physique pour le moment. C'est en ligne. Tout est fait en ligne, sur commande et on fait également du sur-mesure. Donc, au besoin, c'est juste nous contacter. On essaye de déceler le besoin, d'affiner en fait ce que le client
veut vraiment et répondre, personnaliser ce besoin et y répondre. Donc, Super. oui. Pour le Merci. moment, pour ceux qui sont à l'extérieur également, ils peuvent lancer les commandes. Ce que nous, on fait, on essaye de faire la production et de faire livrer, en fait, de trouver une solution selon les besoins par les GP et faire parvenir. D'accord. Donc, c'est possible de commander finalement même quand on est en France. Du coup, je vais mettre tous tes contacts dans le replay. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour tes belles réponses. C'est vraiment très inspirant. Je vais diffuser ce live et sur YouTube, comme je le disais tout à l'heure, et sur la page. Et vous pourrez contacter Déborah, Henriette. Vous pourrez la contacter, passer vos commandes, poser plus de questions sur son expérience entrepreneuriale et aussi sur sa marque. Donc, surtout, n'hésitez pas. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Oui, je pourrais dire, pour terminer, oser entreprendre. C'est ces deux mots que je dirais. La peur, en fait, ce n'est juste qu'une illusion qu'on se fait. Et tout se passe, en fait, dans son mindset. C'est de se dire, je peux le faire. Si tel a pu le faire, je peux le faire. Et tout le monde on a chacun de nous un don, une capacité qui se trouve en nous. Il faut juste trouver ce don que tu as et de pouvoir le valoriser. On est la réponse à un problème quelque part dans notre environnement. Donc, il faudrait que chacun de nous puisse jouer sa part. Il ne faut pas être spectateur. Il faudrait qu'on puisse rentrer dans le jeu, mouiller le maillot et que chacun puisse faire sa part pour que l'Afrique puisse être ce qu'elle doit être normalement aujourd'hui. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup encore une fois et je te souhaite de passer une bonne soirée. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Ciao. Au revoir.